Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, le premier webinaire Prépa RH en ce 19 juillet 2025. Je vous remercie d'être présent donc soit en live, soit sur le replay qui sera disponible sur YouTube. Et on va attaquer sur les fondamentaux des ressources humaines. Pour commencer, je vous présente ce qu'on va voir sur ce webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter, présenter mon parcours, ce que je fais actuellement, et puis ce que j'ai fait dans le passé. Ensuite, on va faire un panorama de la fonction RH, donc l'évolution des fonctions depuis les années 90, voire même avant, et puis ce que la fonction RH est devenue aujourd'hui. On va ensuite aborder les missions clés des ressources humaines. Ensuite, les compétences clés pour réussir sur des fonctions RH, les différents parcours possibles et les débouchés sur des différents postes en ressources humaines. Et puis, on va clôturer ce webinaire. Pour me présenter, je suis donc Cécile Floch, j'ai 38 ans aujourd'hui et mon parcours au niveau des études, donc je suis titulaire d'un BTS en management des unités commerciales, d'un bachelor chargé de développement des ressources humaines et d'un master en management des ressources humaines. Pour le côté professionnel, je dispose de 7 ans d'expérience en management d'équipe, 7 ans également en ressources humaines. Vous voyez ici les enseignes pour qui j'ai travaillé, vous les connaissez forcément, donc McDonald's, les cafétérias Flunch et puis Colissimo pour le groupe La Poste. J'ai exercé donc en tant que manager et que RH dans ces enseignes. Aujourd'hui, je suis formatrice en RH et management pour des élèves allant du bac au bac plus 5. Et à partir de la rentrée, j'exerce dans 3 écoles pour des bachelors et des masters pour le moment. L'objectif de ce webinaire, ça va être de découvrir les principales missions de la fonction RH, de comprendre comment la fonction RH s'est transformée au fil des années, au fil du temps. Ça va être d'acquérir aussi une vision globale et concrète sur les savoir-faire dans ces fonctions-là. Et puis, j'espère pour vous de confirmer un choix d'orientation ou de reconversion. Et puis, à la fin, vous pourrez me poser des questions, donc soit sur le chat, soit en commentaire, soit directement par mail. Et puis, on pourra discuter de tout ça. Au terme de ce webinaire, vous allez pouvoir citer les grands domaines d'action des ressources humaines. Il y en a vraiment beaucoup, on abordera les principales aujourd'hui. Vous pourrez comprendre le rôle d'un service RH dans l'entreprise. Vous allez pouvoir identifier les qualités essentielles et nécessaires pour réussir dans ce métier. Et vous allez pouvoir poser les bases de votre projet de formation ou de reconversion dans les ressources humaines. Quand on parle de ressources humaines, on attend forcément une définition. Donc, le site économie.gouv.fr nous dit que la fonction RH a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation tout en s'épanouissant. Bon, la définition est un petit peu longue, mais elle est complète et j'ai décidé de vous la décortiquer, de faire phrase par phrase, on va dire, et puis de détailler ce qu'on entend par ici, donc faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement. On entend ici essentiellement le recrutement. Dans le recrutement, on a plusieurs étapes. Et donc, on va déterminer le besoin en recrutement, on va analyser les postes, on va calculer le coût du recrutement, etc. Donc ça, c'est un processus interne aux ressources humaines. Que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation. Ici, on entend qu'il ait les moyens de faire de son mieux, évidemment, donc qu'il dispose de matériel, de locaux, qu'il ait une formation, qu'il soit suivi, qu'il ait un manager, etc. Donc ça va être la partie GEPP, entre autres, tout en s'épanouissant. Ici, on parle aussi des entretiens annuels, des entretiens professionnels, de la formation. On fait en sorte que le salarié s'épanouisse dans son poste,
et puis qu'on le maintienne dans l'emploi, qu'on puisse le former et qu'il reste employable, comme on dit. On garantit l'employabilité du salarié. Donc le personnel s'épanouit. On a aussi la QVCT, là-dedans, les qualité de vie et conditions de travail, qui font vraiment partie des ressources humaines. Le panorama de la fonction RH. Au fil du temps, les fonctions RH ou la fonction RH a évolué. On en parle depuis que le travail existe, mais ça avait peut-être d'autres appellations avant. Comme on voit ici dans les années 70-80, les ressources humaines, c'était surtout des fonctions administratives. On rédigeait les contrats, on suivait les congés, les absences, on pointait les horaires, on gérait la paye, on appliquait les règles disciplinaires, etc. Donc c'était vraiment du travail administratif. On parlait de respect de la réglementation. Les salariés étaient considérés comme des ressources de production. Dans les années 90-2000, on fait face à la mondialisation, à la concurrence, au chômage qui augmente également, l'ouverture d'Internet aussi qui crée une grosse concurrence dans les entreprises. Donc la fonction RH s'est transformée. On commençait à parler de formation professionnelle. C'était le début de la marque employeur. La marque employeur, c'est un petit peu l'image de marque qu'a l'employeur en termes de recrutement, de RH en externe. On a parlé des relations sociales, de la communication interne. Donc là, voilà, on commence à voir une amorce de transformation. Et on parle de gestion des ressources humaines. Les ressources humaines commencent à entrer dans les CODIR, donc dans les comités de direction. Et puis depuis 2010 à peu près, encore une transformation. Les RH ont un rôle stratégique global. On est là pour attirer, développer, fidéliser les talents, pour piloter les différentes transformations, tout ce qui est digital, RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, l'inclusion, etc. On favorise la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail. On anticipe les besoins, on renforce la culture d'entreprise. Et là, on a vraiment des fonctions transversales, stratégiques et humaines. Dans les années à venir, évidemment, les RH vont encore évoluer, et tant mieux. J'ai l'impression quand même qu'on évolue pour du mieux, et c'est une très très bonne chose. Les missions clés dans les ressources humaines. Alors là, je vous ai fait un diaporama des grandes missions RH. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis, selon l'entreprise dans laquelle on travaille, on a plus ou moins de fonctions. Donc, les grandes missions, on a le recrutement, l'administration du personnel et la paye, la formation et puis le développement des compétences, le dialogue social, les relations sociales, la QVCT et la RSE. Je vous détaille juste après toutes ces missions. On commence par le recrutement avec toutes les étapes qui font partie du recrutement. On a la définition du besoin, à savoir combien de personnes recruter, pour quelle mission. En gros, on va répondre à combien, pourquoi et comment. On va rédiger l'offre d'emploi, on va sélectionner les canaux de diffusion, on va bien évidemment rester dans tout ce qui est inclusion, rédiger des offres non genrées, des offres inclusives. Alors ça, c'est tout un processus, ça s'apprend, bien évidemment. On sélectionne ensuite les candidatures. Évidemment, dans l'idéal, les personnes qui ont candidaté, si elles ne correspondent pas, on les tient informées quand même. À la suite de ça, les candidatures sélectionnées, on passe sur l'étape entretien et puis choix du candidat. Et à la suite de ça, on intègre le nouveau collaborateur dans l'entreprise. Le processus d'intégration est un processus à part entière qui est très important. C'est les premiers instants du salarié dans l'entreprise et il va avoir besoin de se projeter dans cette entreprise pour y rester. Donc c'est vraiment un processus très important. Après le recrutement, on a l'administration du personnel, l'AP. Donc, c'est vraiment le côté administratif des ressources humaines qu'on a forcément, la rédaction des contrats, etc. C'est vraiment l'administratif. C'est ce qui faisait les RH dans les années 70-80, souvenez-vous, précédemment.
Et aujourd'hui, donc c'est une petite partie des ressources humaines. Ce qu'on entend dans l'administration du personnel, on a évidemment la création du dossier des personnels avec différents documents qui vont être obligatoires, hein, la carte d'identité, un justificatif d'affiliation sécurité sociale, pour les travailleurs étrangers, un titre de séjour ou un justificatif d'autorisation de travail qui est valide. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des diplômes. Pour certains postes, on a besoin de diplômes. On peut avoir besoin d'un bulletin B3 qui soit vierge, un casier judiciaire B3 vierge pour certaines fonctions, etc. Donc ça, c'est au RH de regrouper ces documents et puis de s'assurer de l'authenticité de ces documents. On crée évidemment les contrats et les avenants au contrat de travail des salariés. C'est une mission qui est relativement automatisée maintenant avec les logiciels, mais on doit quand même veiller à la véracité de ce qui est écrit. Il ne faut pas rajouter un zéro en trop sur le montant brut de la rémunération. Du moment que c'est signé, après c'est trop tard. Donc on a quand même des points de vigilance à avoir sur l'identité de la personne, sur les montants de rémunération, sur le volume horaire de travail, etc. On va gérer aussi les congés payés, à savoir qui a droit à quoi en termes de jours ouvrés, jours ouvrables. Ça, on a vu sur la page Facebook. On va calculer les soldes aussi de congés et puis savoir à quel moment une personne peut partir en congé. On ne peut pas faire partir l'ensemble de l'effectif d'une entreprise en même temps. Ce serait problématique, peut-être, selon le type d'activité. Donc c'est aussi un gros travail de réflexion. On traite l'absentéisme. L'absentéisme, il peut être justifié ou injustifié. En termes d'absentéisme justifié, on a les congés payés, l'arrêt maladie, le congé maternité, etc. Et puis tout ce qui est absence injustifiée, hein, les personnes qui ne viennent pas travailler. Comment est-ce qu'on traite cet absentéisme? Là, c'est au RH de le décider et de le traiter. Et puis on peut saisir les variables de paie également. Donc voilà, on fait remonter tout ce qui est congé, tout ce qui est heures de formation, heures supplémentaires, etc. On a aussi, en termes de ressources humaines, des postes de gestionnaire de paie. Ça, c'est vraiment une partie intégrale et à part entière. C'est un poste à part entière, en réalité. Sur la formation et le développement des compétences, on analyse également ici le besoin en formation pour faire face aux transformations digitales, aux évolutions des logiciels, à de nouveaux appareils qui prennent place dans l'entreprise. Il faut former donc les équipes. On va élaborer un plan de développement des compétences annuelles sur lequel on va devoir cibler quelle formation, pour qui, pourquoi, le coût de la formation, donc le coût pédagogique, ne pas oublier le coût de la rémunération du salarié sur ces périodes de formation, potentiellement le coût du transport. Si la personne doit partir de Marseille et se rendre à Paris, il faut financer le train, financer la restauration, l'hôtellerie. Donc c'est tout un système à connaître. Donc on analyse forcément les budgets de formation. On a bien souvent dans les entreprises un budget alloué pour l'année. Et puis il faut qu'on arrive à faire rentrer l'ensemble de nos formations dans ce budget. Donc on a aussi un rôle de négociation avec certains centres de formation, ça arrive régulièrement même. On suit également les différents KPI, donc les indicateurs clés de performance. On a le taux de réalisation de formation, le taux de satisfaction des salariés sur les formations, le taux de réussite aux formations. Et puis, est-ce que les formations ont mené leurs fruits? Est-ce que quand on a eu pour objectif de former 10 salariés sur une nouvelle procédure, est-ce que cette procédure est finalement respectée? Oui ou non? Sinon, pourquoi? Quel axe d'amélioration? Voilà, tout un sujet de réflexion également. Et puis, on communique évidemment avec les managers le besoin en formation. Alors, il y a des formations qui sont obligatoires, des formations qui ne sont pas obligatoires. Tout ce qui va être sécurité, évidemment, c'est obligatoire. Des formations, je ne sais pas, SST, formation incendie, c'est obligatoire. Puis d'autres formations qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent le maintien dans l'emploi du salarié. Donc, on discute évidemment avec les managers et surtout, on donne du sens. On ne va pas dire au manager, écoute, il faut que tu me formes tes salariés sur ça parce que c'est obligatoire. C'est au plan de développement des compétences, c'est obligatoire. Alors, non, on ne discute pas comme ça. Il faut vraiment donner du sens, expliquer le pourquoi du comment, expliquer pourquoi c'est important.
Et puis en général, quand on donne du sens, ça passe beaucoup mieux. Après la formation, on a le dialogue social et les relations sociales avec évidemment, selon la taille de l'entreprise, on va avoir des représentants du personnel à l'interne, on va avoir du CSE, ou si on a une plus grosse entreprise, on va avoir des délégués syndicaux, des représentants syndicaux, etc. Donc il faut l'avoir en tête. C'est pas forcément toujours une partie de plaisir selon l'entreprise. Et puis selon nous, notre appétence aussi, on peut avoir moins d'attrait pour ce volet-là. Et pourtant, il est très très important. Et puis il en va de la qualité de vie des salariés au final. On fait de la prévention des conflits. On communique évidemment avec les représentants du personnel, les syndicats, avec le CSE. On a vraiment un rôle de négociation et de prévention dans ce niveau-là. Et puis, on peut transmettre aussi certaines informations comme le turnover, donc les entrées-sorties de salariés. À un moment, il faut peut-être expliquer pourquoi on a autant de turnover, ou si on en a très peu, c'est peut-être synonyme aussi d'une entreprise en très bonne santé, très bonne qualité de vie, très bonne ambiance, donc c'est très bien. On peut aussi transmettre des informations sur l'absentéisme, l'épargne salariale, les licenciements, etc. C'est un gros volet et très important dans les entreprises. On parle ensuite QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail. Ici, il y a plusieurs missions, donc les relations au travail, le climat social, le contenu du travail. Il faut évidemment que tout soit clair, que les salariés aient une certaine autonomie, les moyens de travailler dans de bonnes conditions, que les consignes de sécurité ou les consignes tout simplement de travail soient appliquées, soient dites et appliquées, puis que l'activité soit adaptée au poste de travail, évidemment. On parle aussi de santé au travail avec le DUERP, le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels qui est obligatoire en entreprise à partir de 1 salarié. Donc, quasiment toutes les entreprises doivent en avoir un. Les RPS, donc les risques psychosociaux, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, les différents aménagements de poste, etc. On parle des parcours professionnels, donc le processus d'intégration, le parcours du salarié, la GEPP, donc la gestion des emplois et des parcours professionnels, les entretiens individuels, donc tout ce qui va être l'évolution du salarié au sein de l'entreprise, son évolution professionnelle, personnelle, ses formations, le développement de ses compétences. On parle évidemment d'égalité professionnelle à tout niveau, que ce soit égalité homme-femme, que ce soit accessibilité à des postes de management, à de la formation, le travail des personnes en situation de handicap, etc. Et puis évidemment, un management participatif, de l'engagement. Et pour tout ça, on a un outil super sympa qui se fait, c'est la marguerite de la QVCT, que vous avez ici. Vous la retrouvez très facilement sur les moteurs de recherche. Et là, chaque pétale de cette marguerite reprend en fait les missions clés de la QVCT. Donc c'est plutôt sympathique. Je vous invite à la rechercher. On parle ensuite RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ce que nous, on appelle développement durable en tant que particulier. Les entreprises, s'appliquent la RSE. La RSE, c'est s'assurer du bien-être des salariés, de l'amélioration continue de la QVCT, la promotion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, on en parlait juste avant, un volet aussi de la QVCT, c'est former et sensibiliser les salariés, les managers et puis les dirigeants aussi aux enjeux de la RSE. C'est quand même quelque chose qui est très important de nos jours. Participer au dialogue social sur les sujets RSE, piloter les indicateurs, donc le turnover, les accidents du travail, la diversité, le pourcentage d'hommes-femmes dans l'entreprise, l'égal accès aux formations, l'égal accès aux opportunités d'évolution. Ça, c'est vraiment dans la RSE. Et puis, on va contribuer à la stratégie environnementale de l'entreprise. Donc, certaines entreprises, certains gros groupes qui ont beaucoup de moyens en font beaucoup. Certaines entreprises ont des panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments. Ils font tout ce qui est recyclage de déchets. Donc, tous les déchets sont retravaillés, y compris parfois même les mégots de cigarettes pour les fumeurs qui sont retraités par des associations. On peut avoir de la revalorisation des déchets alimentaires aussi, pourquoi pas. C'est vraiment un gros volet. Ça va porter aussi sur des économies d'énergie, consommer intelligemment.
réellement, c'est ce qu'on fait nous à la maison, en théorie, et ce qui s'applique à l'entreprise, qui a beaucoup plus de poids, forcément, une entreprise, que nous, en tant que particuliers, mais chacun a quand même sa pierre à l'édifice à apporter. Donc, on a fait le tour des missions clés des ressources humaines. Il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres des missions. Et puis, au quotidien, on a le lien avec les salariés, les demandes spécifiques. Enfin, vraiment, selon l'entreprise, vous allez avoir beaucoup de missions adjacentes. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'était mon métier et j'adore transmettre sur ce sujet, justement. En termes de compétences nécessaires pour arriver à ces postes, alors il faut distinguer les soft skills et les hard skills. Maintenant, il faut savoir ce que c'est. Tout simplement, les soft skills et les hard skills, ce sont les compétences en termes de savoir-être et les compétences en termes de savoir-faire. Les savoir-être, c'est ce qu'on est, qui on est, comment on est. Et les savoir-faire, c'est ce qui s'apprend lors de formation. Donc les savoir-être, on a l'écoute active, la communication claire, l'empathie, la gestion des priorités, la médiation et la résolution des conflits, la discrétion, la confidentialité évidemment sur les fonctions RH, le sens de l'équité, la rigueur, le sens de l'organisation, la capacité d'adaptation, etc. Il y en a tout un tas et ça c'est vraiment nos compétences à nous, internes, notre savoir-être. Pour ce qui est des savoir-faire, on va avoir le droit du travail, la maîtrise des SIRH, donc des logiciels RH, l'utilisation d'Excel, hein, on l'utilise beaucoup en ressources humaines, la capacité de rédaction professionnelle, une orthographe relativement bonne, on va éviter de faire des fautes à tous les mots, des compétences en recrutement, en gestion de projet, en élaboration de tableaux de bord, de gestion de paye, de pilotage des KPI, tout ça, donc tout ce qui est hard skills, pas d'inquiétude si vous ne les avez pas aujourd'hui, ce sont des compétences qui s'apprennent. Alors que les soft skills, c'est nous, nos ressentis, notre savoir-être. Le savoir-faire s'apprennent. Là, il n'y a aucun souci, c'est tout ce qui va s'apprendre lors de formation, lors de cours, à l'école, etc. À mon sens, les compétences vraiment les plus importantes, ça va être la rigueur, le sens de l'organisation, la gestion des priorités, parce que vous êtes sur un projet, vous êtes sur un travail, et puis vous allez être dérangé par un coup de téléphone parce qu'il y a une urgence. On a besoin de faire remplacer un salarié qui est absent de dernière minute, donc urgence du jour. On passe sur un autre sujet, et puis on revient sur notre priorité. Puis voilà, il faut prioriser. La communication claire, évidemment, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Puis la communication, c'est quand même la base de relations fiables et saines dans l'entreprise. L'écoute active, voilà, on ne fait pas semblant d'écouter les salariés. Parfois, il nous faut remonter des problématiques, des besoins ou des soucis personnels. On ne fait pas semblant d'écouter, hein, on écoute sérieusement, ou alors on n'écoute pas, tout simplement. Et puis le sens de l'équité, voilà, on ne va pas favoriser Jean parce que j'apprécie Jean, c'est un ami de la famille, et puis au détriment de Jacques, que je ne connais pas. On a le sens de l'équité pour tout le monde. Voilà. Donc ça, pour moi, ce sont des compétences clés et importantes pour réussir dans les fonctions RH. Maintenant, on va aborder les différents parcours possibles. Je vous les ai regroupés par niveau d'études. Alors, on va commencer avec des niveaux Bac+2. On a tout ce qui va être BTS, donc GPME, SAM, MCO, donc gestion des petites et moyennes entreprises, support à l'action managériale et management commerce opérationnel. Ça, ce sont des diplômes, ça, c'est des diplômes de l'éducation nationale. Et puis, on a les titres pro, titres professionnels, assistant RH, gestionnaire de paie, etc., qui sont là des diplômes du ministère du Travail. Ensuite, on passe sur du Bac+3 avec des licences pro et des licences à l'université en ressources humaines. Et puis tout ce qui va être bachelor dans le domaine des ressources humaines. Donc là, pareil, les licences, c'est l'éducation nationale. C'est un diplôme de l'éducation nationale et le bachelor est un diplôme du ministère du Travail. Mais les deux ont un niveau Bac+3. Et puis, on passe sur du Bac+5 avec des masters universitaires qui sont GRH, hein, gestion des ressources humaines, du droit social et RH, la psychologie du travail, management des organisations, diplôme éducation nationale, et puis en face, on a les diplômes du ministère du Travail avec les masters en général, gestion des ressources humaines, management des ressources humaines, etc. Ces diplômes ont un niveau Bac+5 et ont même valeur. Donc,
il y a quand même beaucoup de parcours possibles. On peut aller loin dans les études là, dans ce domaine. Et je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. D'ailleurs, je vous propose un PDF qui récapitule tout ce webinaire. Et puis ce tableau est à l'intérieur. Donc vous voyez qu'avec des niveaux de diplôme Bac+2 en général, on a des postes d'assistant RH ou assistante RH, chargé des ressources humaines, chargé de recrutement, gestionnaire de paye. À partir du Bac+3, on a toujours tous ces postes accessibles, assistant RH, assistant de formation, chargé des ressources humaines. Puis on peut commencer à avoir des postes à responsabilité, responsable RH junior notamment. Puis sur les postes Bac+5, on peut prétendre, avec expérience, on peut prétendre à avoir des postes de responsable RH, juriste en droit du travail, DRH, pourquoi pas. Mais en général, il nous faut quand même une expérience professionnelle dans les ressources humaines. Voilà pour ces parcours possibles. Pour conclure, je vais vous dire que la fonction RH évolue au fil du temps et évoluera encore. C'est pourquoi il existe des formations pour se maintenir à flot et puis à la page, tout simplement, de ce qui se passe actuellement. Les grandes missions RH, on vient de les voir, ça passe du recrutement à la QVCT. QVT, c'est l'ancienne appellation, c'était la qualité de vie au travail. Maintenant, on parle de QVCT. On intègre les conditions de travail, une petite erreur de frappe. Et puis, on passe aussi par la formation. Les soft skills sont nécessaires, donc celles qu'on a vues avant, elles sont nécessaires. Il faut que ce soit intrinsèque à nous. Tout ce qui est hard skills, pas d'inquiétude, ça s'apprend en formation. Pas d'inquiétude si on ne les a pas aujourd'hui. La fonction RH, aujourd'hui, elle est humaine, stratégique et essentielle à la vie de l'entreprise. Donc pour tout ça, j'espère que ça peut vous avoir conforté dans votre choix d'orientation, dans votre choix de formation, de reconversion. Et puis moi, je vais pouvoir vous accompagner dans toutes ces fonctions et je vous propose certains cours sur ces items que vous avez à l'écran, sur le recrutement, le contrat de travail, la GEPP, la QVCT, les entretiens annuels et professionnels, tout ce qui est diversité et inclusion, la RSE. Je fais aussi de la lecture de mémoire. Premièrement, les fautes d'orthographe, ça, on en fait tous. Et puis quand on a le nez dans notre dossier, on ne voit plus les fautes. Donc c'est toujours bien de le faire relire. Et puis aussi pourquoi pas, avoir un avis dessus. C'est quand même important. Étant formatrice pour jusqu'à des Bac+5, je suis amenée aussi à être jury d'examen et de soutenance de mémoire, de thèse. Donc, une relecture avec des conseils derrière quand même pour les oraux. Je fais aussi du coaching en soutenance de mémoire et de thèse professionnelle selon comment c'est appelé pour votre diplôme. Et puis du coaching, de l'aide à la rédaction du CV. Le CV, il faut savoir que c'est pas le CV qui nous fait décrocher un travail. Le CV, son but à lui, c'est de nous faire décrocher un entretien d'embauche. Et c'est l'entretien d'embauche derrière où on va faire nos preuves. Mais le CV sert à décrocher un entretien. Donc, il y a des techniques, il y a des choses à écrire, à ne pas écrire, il y a des formulations à avoir. Et donc, je suis là pour vous aider à faire ça également. Donc, je propose mes services sur tous ces items. Je vais faire des cours collectifs. Je vais également proposer, si besoin, puis à la demande, des cours des particuliers. On peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en visio, et puis faire du cas par cas. Voilà, donc tout ça, ça sera développé sur le groupe Facebook Prépa RH. Je vais développer aussi des petites vidéos sur la chaîne YouTube que vous avez du coup maintenant, sur laquelle se déroule ce webinaire. Et puis, je suis ouverte à toute proposition. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, je m'adapte. C'est une grande compétence aussi, ça, l'adaptabilité. Je m'adapte aux besoins, tout simplement. Écoutez, voilà, c'est terminé pour ce premier webinaire qui a duré 1 demi-heure, quasiment pile poil. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence, que ce soit sur le direct ou en replay. Et je vous invite, alors si vous le souhaitez, à me rejoindre sur LinkedIn, donc Cécile Floch, vous voyez la photo. Il y a beaucoup de Cécile Floch, donc c'est cette photo qui est sur LinkedIn, pour moi en tout cas. Rejoignez évidemment le groupe Prépa RH si vous avez besoin. Je propose de temps en temps
des petits quiz. Cet été, je propose des jeux RH. Je vais en refaire un nouveau très prochainement. Et puis pour toute question, pour toute demande, voilà, pour tout renseignement, les commentaires de cette vidéo si vous voulez, ou sinon n'hésitez pas sur préparah07@gmail.com. Encore merci pour votre présence. N'hésitez pas à me solliciter. Je me tiens disponible dès que possible, évidemment. Et puis, je vous dis à très vite. Bonne journée à tous.